Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du complément, le huitième du nom, où nous allons, comme d'habitude, revenir sur un exercice qui a déjà été abordé sur la chaîne. Et ici, je vous propose de revenir sur un exercice, un résultat en fait assez important d'arithmétique appelé la loi de réciprocité quadratique. Je vous en ai déjà proposé une première preuve dans l'exode-code numéro 123, passant par de la sommation de Gauss, un outil en fait assez utile dès qu'on veut faire de la théorie de représentation de groupe. Notamment sur les groupes de permutation ou même là sur les groupes de Z sur PZ, Z sur QZ. Donc voilà, c'est là où ça peut apparaître et notamment ça a été très utile pour démontrer ce résultat-là. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une résolution qui va aller un petit peu plus loin par rapport au programme de classe préparatoire usuel, puisque là, on va se permettre de parler de ce qu'on appelle les formes quadratiques. Coucou, je t'ai entendu parler de formes quadratiques là. Oui, et donc? Ouais, je sais ce que ça peut donner, hein, donc je vais m'installer là, j'ai vraiment pas confiance. Comment ça, tu me fais pas confiance? Ouais, tu me fais pas confiance pour parler de forme quadratique et tu sais, j'ai bien préparé ma vidéo, hein. Ouais, écoute, c'est pas parce que tu as préparé ta vidéo comme ça, bien carré, de fond en comble, que tout va bien se passer. Donc je suis là au cas où, s'il faut prendre le relais. Ah ouais, comme ça, ouais, d'accord, bon. Hmm. Et tu comptes t'inviter comme ça dans toutes mes vidéos maintenant ou? Bien sûr, j'y prends de plus en plus de goût, figure-toi. Et t'es pas prêt de te débarrasser de moi. Ah ouais. Ah d'accord, bon en plus ça le fait rire quoi. Ah puis je me suis rasé entre temps, hein. Magie du montage. Bref, donc, après cette petite interruption, nous allons pouvoir reprendre. Je vous propose donc une résolution qui va passer à travers les formes quadratiques. Et donc par conséquent, en effet, on va sortir du programme de la classe préparatoire grandes écoles habituelle. Et je pense que cette résolution parlera davantage aux gens qui veulent préparer le CAPES ou l'agrégation, étant donné que ce type de preuve est aussi une preuve assez bien connue pour ce résultat de loi de réciprocité quadratique. Alors avant même toute chose, aussi, je vous invite grandement à aller jeter un coup d'œil au petit exocode numéro 120 où je vous introduis le symbole de Legendre qui vous permet de savoir en fait si un élément est un carré ou non dans Z sur PZ d'une manière assez simple. Et donc, un critère qu'on avait pu établir dans ce petit exocode, c'était le critère de l'air qui permet de faire un lien entre ce symbole de Legendre et un calcul de puissance d'un élément dans Z sur PZ. Donc voilà, ça c'est assez utile et ça le sera également au long donc de la résolution que je vais vous proposer. Alors pour aller un petit peu plus vite, je vous ai déjà écrit le plan que je compte suivre pour la résolution que je vais vous proposer, ou en tout cas la preuve que je vais vous proposer. L'idée générale, ça va être de chercher à compter le nombre de solutions à l'équation quadratique que vous voyez ici. Équation quadratique où les éléments, les inconnus, sont des éléments dans Z sur QZ. Et donc vous voyez l'intervention de P et Q dans cet ensemble. On va noter sigma PQ cet ensemble. Comme le papier toilette. Si c'est pour faire des blagues aussi puériles, je t'assure, tu vas sortir. Non mais plus sérieusement, ce sigma PQ va vraiment faire apparaître le symbole de Legendre des deux manières différentes et ça va nous permettre d'obtenir l'égalité à la fin. Vas-y, continue. Ouais, tu vas te calmer un peu. Hein. Bref, donc, dans un premier temps, nous allons dénombrer en fait le nombre de solutions à une équation quadratique un petit peu plus simple. C'est un résultat pas si difficile à établir. Je pense même qu'un première année pourrait être capable de l'établir, première année de classe préparatoire. Puis, nous allons introduire une action particulière de Z sur PZ sur l'ensemble de ces uplets-là. Et plus précisément, on va essayer d'introduire une action qui se comporte plutôt bien avec cet ensemble-là. Et notamment, on va s'intéresser au découpage en orbite de cet ensemble. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, eh bien, on va s'intéresser notamment à un dénombrement de ce sigma PQ via ces calculs d'orbite qu'on aura fait au préalable et un calcul modulo P qui va nous faire intervenir donc le symbole de Legendre P sur Q. À la suite de cela, on va faire une parenthèse assez importante sur les formes quadratiques. Vas-y, tu sais quoi? Je vais le faire. Vas-y, laisse-moi le faire. Allez, vas-y, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah ouais, tu veux carrément prendre ma place, quoi. Écoute, on verra. Une fois qu'on sera à cette partie-là, on verra ce qu'on fera. Ok? Mais pour l'instant, laisse-moi gérer tranquille. Donc oui, une petite parenthèse sur les formes quadratiques et on changera un petit peu l'ensemble sigma PQ que l'on étudie afin d'en simplifier une énumération possible. Et une fois cela fait, on va pouvoir conclure grâce au dénombrement fait modulo P, puis également à celui que l'on aura effectué en ayant changé et modifié la forme quadratique que nous étudions.
Donc voilà, le plan est dessiné. Si vous voulez vous amuser à faire une pause et essayer d'attaquer l'exercice avec ce plan d'attaque sous la main, n'hésitez pas à le faire. Moi, je me lance directement donc dans la résolution et j'attaque alors la première partie de la résolution. Ok, et donc il va falloir décompter ou dénombrer le nombre de solutions à l'équation que nous avons ici. Alors on va avoir deux cas de figure à traiter, et les cas de figure à traiter, ça va être le cas où A est un carré dans Z sur QZ, et le cas où A n'est pas un carré dans Z sur QZ. Ça va être ça déjà le point de départ. Donc en effet, si, et je vais commencer par le cas le plus facile, donc si A dans Z sur QZ est un carré, alors vous pouvez dire qu'il existe B dans Z sur QZ tel que A est égal à B carré. Et donc, en partant de cela, bien sûr, A doit être non nul. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, je l'ai écrit là, mais je le redis ici. Donc évidemment, B est non nul. Et donc, résoudre l'équation AX carré égale 1, ça va être équivalent à dire qu'on a B fois X le tout au carré qui est égal à 1. Et là, vous pouvez vous amuser à utiliser des propriétés d'intégrité de votre corps, puisque grâce à ça, vous pouvez vous ramener à dire qu'en fait, B fois X est soit égal à 1, soit égal à moins 1. Vous mettez le 1 de l'autre côté, puis vous utilisez la fameuse identité remarquable A carré moins B carré, vous factorisez, vous utilisez l'intégrité, et vous allez donc conclure ce que j'écris là, soit B fois X est égal à 1, ou alors B fois X est égal à moins 1. Et puis ensuite, je vais vouloir diviser par B, et donc je vais me retrouver avec soit x qui est égal à b puissance moins 1, ou alors x qui est égal à moins b puissance moins 1. Et là, une question qui peut se poser, c'est est-ce que j'ai bien deux solutions distinctes à mon équation, ou est-ce que j'en ai qu'une? En fait, on pourrait se poser la question, est-ce que b moins 1 est égal à moins b moins 1? Mais pour que cela soit possible, il faudrait que 1 soit égal à moins 1, et ça, c'est pas possible, puisqu'on sait que les nombres premiers qui sont en jeu sont différents de 2, donc sont plus grands que 2, strictement. Par conséquent, il est certain que les deux solutions que j'ai écrites sont distinctes. Donc les deux solutions ici sont distinctes. Car ici, 1 est différent de moins 1 dans Z sur QZ. Ça paraît un peu bête dit comme ça, mais oui, c'est important. Par conséquent, combien de solutions est-ce que je suis arrivé à obtenir? Eh bien, j'ai réussi à avoir exactement deux solutions. Dans le cas où A est un carré, dans Z sur QZ croix, nous avons en effet deux solutions. Et maintenant, si je regarde l'autre formule que nous avons écrite ici, A est un carré dans Z sur QZ, donc ça veut dire que le symbole de Legendre vaut 1. Et donc, vous avez 1 plus 1 qui vous donne bien 2, donc c'est gagné. Nous avons établi ce que l'on souhaitait, en tout cas dans le cas où A est un carré dans Z sur QZ. Si A n'est pas un carré, alors là, ce qu'il faut faire, c'est utiliser le symbole de Legendre. En effet, si j'utilise le symbole de Legendre sur AX carré par rapport à Q, alors ce qui va se passer, c'est que je peux utiliser la multiplicativité du symbole de Legendre. Ça me permet de dire que c'est égal à A sur Q fois X carré sur Q. Évidemment, X carré est un carré, et il ne peut pas être nul, puisque je veux que AX carré soit égal à 1. Je le redis quand même. Je veux que AX carré soit égal à 1. Donc, je sais que X carré est non nul, et que 2 plus, c'est un carré. Donc, ce symbole de Legendre vaut 1. Et ça veut dire que c'est égal à A sur Q. Mais A sur Q, eh bien, ça vaut moins 1, puisque j'ai supposé que A n'est pas un carré. Donc, ça va valoir moins 1. De l'autre côté, ici, AX carré sur Q, j'ai supposé que AX carré est égal à 1. Donc ça, c'est égal à 1 sur Q en symbole de Legendre. Et 1 sur Q en symbole de Legendre, c'est égal à 1. Bon, on a une contradiction. Contradiction avec le fait que j'ai supposé au préalable que nous avions une solution à l'équation AX carré égale 1. Donc ça veut dire que nous n'avons pas de solution à l'équation AX carré égale 1. Donc le nombre d'éléments qu'on a dans notre ensemble est nul. Et d'un autre côté, avec le symbole de Legendre, nous avons bien 1 plus moins 1 qui donne bien 0. Donc ça, c'est gagné. Ça nous donne encore une fois la bonne formule. Et donc, on peut conclure ainsi la première partie et donc établir ce résultat-là.
Bon, et on aurait pu aussi très bien dire que A c'est égal à x moins 1 au carré. Ouais. Du coup, A est forcément un carré. Bah allez, finis avec tes banalités là, avance un peu. Très bien. Ouais, je sais que c'était la partie facile. Hop. Allons maintenant un peu plus loin. Avec l'action de groupe. Hop. Alors, c'était peut-être pas si évident à voir, pourtant j'ai quand même essayé d'écrire les choses pour que ce soit un petit peu plus évident à voir. En fait, ce que nous allons faire, c'est que l'action de z sur pz sur cet ensemble, ça va être tout simplement de décaler les coordonnées par rapport à la variable k que nous avons ici. Donc plus précisément, ce que je veux faire, c'est la chose suivante. Je veux considérer l'action, considérons l'action suivante. Donc l'action suivante, ça va être, je veux prendre un élément dans Z sur PZ, croix Z sur QZ puissance P, et je veux l'envoyer dans Z sur QZ puissance P. Et je veux alors que à mon couple K avec X0 jusqu'à XP-1, je veux l'envoyer vers XK jusqu'à XP-1 plus K. Et tout ça en modulo P, bien évidemment. Donc ça veut dire que je fais tourner cycliquement les coordonnées que j'ai en fait dans mon vecteur ici, dans Z sur QZ puissance P. Donc ça veut dire que x0 devient x1, etc. etc. Puis xp-1 devient x0, hein, vous remplacez comme ça, si je l'utilise pour k égale 1. Et bon, bah, voilà, c'est aussi simple que ça, l'action. Donc là, vous pouvez vous amuser à vérifier que c'est une action. Donc pour vérifier que c'est une action, il y a 2-3 petites choses à vérifier, notamment un truc assez classique à vérifier, c'est si je m'amuse à faire l'action de L sur l'action de K calculée en x0, xp-1, tac, tac. Alors je dois voir que cela correspond également à dire que nous avons en fait l'addition de K plus L, action sur x0, xp-1. Voilà, donc on doit avoir ce genre de petite propriété qui permet de dire que ça coïncide bien avec la structure de groupe de Z sur PZ. Il y a aussi le fait que le faire en 0, l'élément neutre, ça ne fait rien, etc., etc. Il y a pas mal de petites propriétés assez évidentes à vérifier. Celle-ci en fait partie. Voilà, c'est pas très difficile. Alors, je te coupe 2 secondes. Concernant les actions de groupe, ce qu'il vient de dire, c'est exactement ce qu'il faut vérifier. En fait, quand on a un groupe G et qu'on a un ensemble E sur lequel on veut agir avec ce groupe, eh ben, il faut vérifier que l'élément neutre ne fait absolument rien sur les éléments du groupe et que la composition d'action, donc si je m'amuse à faire G.G' point un élément de E, eh bien je veux que ça corresponde exactement au produit ou en tout cas à l'opération du groupe sur les deux éléments, G et G', avec lequel je vais faire l'action sur l'élément que je souhaite. Voilà, et c'est exactement ce qu'il vient de vérifier. Donc voilà pourquoi c'est bien une action de groupe. Allez, vas-y, tu peux poursuivre. Donc ça, c'est bien une action. Maintenant, la question qui se pose, c'est à quoi ressemblent les orbites d'une telle action? Et en fait, on va avoir que deux types d'orbites. Alors les orbites, peut-être, pour rappel, c'est en fait le fait de regarder, de prendre un Hublé et de voir qu'est-ce qui se passe si je fais l'action de Z sur PZ sur juste un élément. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, notamment, si je commençais avec 1, 0, 0, 0, 0, comme ça, avec quoi est-ce que je vais terminer? Eh bien, l'orbite que je vais obtenir, ça va être l'orbite où il va y avoir exactement une coordonnée qui vaut 1, tous les autres vaut 0. Et je vais me retrouver avec les permutations cycliques de cette chose. Donc là, je vais me retrouver, par exemple, en faisant l'action par 1, 0, 1, 0, blablabla. OK, etc., etc. Et je vais cycler jusqu'à arriver à 0, 0, clac, 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 0, 1. Donc c'est ça le fait de regarder une orbite. Donc ça, c'est une orbite possible. Il y a une autre orbite possible, par exemple, si je prenais le vecteur qui vaut que des 1, voilà, et bien celui-là, son orbite, il est tout seul, puisqu'en effet, si vous vous amusez à faire tourner cycliquement les coordonnées que vous avez ici, alors vous allez voir que en fait, votre vecteur ne va pas changer. Donc, on a déjà deux types d'orbites qui semblent se dessiner. Est-ce qu'il y a d'autres types d'orbites? Et la réponse est non. Ça, c'est grâce à un théorème de Lagrange. Donc, via Lagrange, on peut affirmer qu'il y a exactement que deux types d'orbites
Et ces deux types d'orbites, c'est soit des orbites de ce style-là, donc c'est-à-dire on a t, 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 comme ça, et juste un élément comme ça, ou alors, eh bien, on va avoir x0, xp-1, et puis après, on fait tourner cycliquement avec au moins un xi qui est différent de un xj. Voilà. Donc voilà ce qui peut se produire. Il y a vraiment exactement que deux types. Et Lagrange, en fait, vous dit quelles sont les cardinalités possibles des orbites. Les cardinalités possibles, c'est soit 1, soit P. Et là, exactement, cette cardinalité-là, c'est P. Et la cardinalité qui est ici, c'est exactement 1. Voilà. Et donc là, on pourrait s'amuser à regarder quel est le nombre d'éléments que nous avons dans chacun des orbites, etc. Eh bien, donc là, on a dit qu'on en a P. Là, ici, on a dit qu'on en a 1. Et après, grâce à ça, on peut amener à une espèce de quotient et dénombrer, par exemple, le nombre d'éléments qu'on a dans Z sur QZ puissance P grâce à ces orbites. Et en effet, on peut constater que Q puissance P, par exemple, ça va être égal à, du coup, 1 fois Q plus P fois Q puissance P moins Q sur P. Et en fait, là, cette expression que je viens de donner là, c'est exactement une formule de classe, d'une certaine manière, par rapport aux orbites que j'ai données là. Donc les orbites là, c'est un peu comme regarder des classes d'équivalence, bien sûr. Et dans les classes d'équivalence, vous devriez savoir, un rappel de première année de classe préparatoire, vous devriez savoir que les classes d'équivalence partitionnent l'ensemble que vous êtes en train de regarder. La classe d'équivalence ici serait de dire que vous avez deux éléments qui sont dans la même orbite, orbite que j'ai précisé ici, dont j'ai précisé la définition ici. Et donc, la formule des classes vous dit que vous avez exactement ce truc-là. 1, c'est le nombre d'éléments que vous avez dans votre cycle. Et puis ensuite, Q ici, c'est exactement le nombre d'orbites donc, que vous pouviez avoir ayant un seul élément. Et Q, en effet, c'est bien ce nombre-là, puisque vous n'avez pas trop le choix, il faut mettre que des X partout. Et vous devez faire le tour des X qui sont dans Z sur QZ. Vous avez 0, 0, 0 partout, 1 partout, 2 partout. Puis après, vous allez jusqu'à Q-1. Donc ça vous donne bien en effet Q éléments. Ici, vous allez avoir P éléments dans les autres cycles. Et grâce à cette formule des classes, vous pouvez établir que le nombre de orbites de la forme qui est ici, ça va être exactement ce nombre ici. Voilà, c'est un très joli petit résultat qui peut être bon à connaître. Et puis voilà, c'est pour vous montrer que, en effet, l'action qu'il fallait introduire n'était pas si méchante que ça, et son étude n'est pas non plus très compliquée. Je me permets de ne pas rentrer trop dans les détails là-dedans, mais si vous voulez faire, n'hésitez pas à le faire. Hop. Moi, j'ai juste besoin de savoir quelle était l'action que je voulais introduire. Et cette action, vous allez voir, se comporte bien par rapport à sigma PQ. Hop. Donc ça, c'est ma troisième partie. Donc en effet, ça se comporte bien sur sigma PQ, car en effet, sigma PQ est stable par cette action. En effet, si vous avez que x0 carré plus jusqu'à xp moins 1 carré est égal à 1, ça revient à la même chose que de dire que vous avez xp moins 1 carré plus x0 carré plus blablabla plus xp moins 2 carré qui est égal à 1. Etc. Et vous pouvez tourner en cycle. Donc en effet, dès que vous avez une solution, tous les éléments que nous allons obtenir en faisant l'action de z sur pz dans l'ensemble vont être aussi des solutions de cette équation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Très bien. Et cette stabilité par action nous permet d'affirmer qu'il va y avoir des cycles de longueur P, enfin des orbites de longueur P et des orbites de longueur 1. Et donc, si on commence à regarder modulo P, c'est là où on commence à comprendre pourquoi, en effet, on va regarder les choses modulo P. Parce que si je regarde les choses modulo P, eh bien, les orbites de longueur P m'importent peu. Ce qui va compter, ça va être les orbites de longueur 1. Et donc, si je m'attarde un petit peu à ce qui se passe, donc nous avons des orbites de longueur P, enfin de taille P, qui peut nous importer. Et ceux de taille 1, nous savons qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut que tous les xi soient égaux. Donc il faut que x0 égale x1 égale blablabla égale xp-1. C'est le seul cas de figure où nous avons des orbites de taille 1. Et donc, si tous les xi sont égaux, alors ça veut dire que l'équation que nous avons au départ, donc si je me permets de simplifier et d'écrire juste x, l'équation que nous avons au départ deviendrait, sous ces conditions, deviendrait P
fois x carré qui doit être égal à 1. Et donc, il faut déterminer le nombre de solutions que nous avons à cette équation. Et bien, le nombre de solutions que nous avons à cette équation, c'était la réponse à la question 1. Et ça, c'est exactement 1 plus le symbole de Legendre donné par ce A sur Q. Donc, ce que nous allons obtenir, c'est que nous avons le nombre d'éléments dans sigma PQ, c'est égal à une fois le nombre de solutions x dans Z sur QZ, tel que P fois x carré est égal à 1, plus P fois le nombre de solutions, blablabla, ok, avec là notamment xi qui doit être différent à un certain xj, blablabla. D'accord? Comme j'ai dit, peu m'importe ce qui se passe ici, moi je vais compter les choses modulo P. Donc si je compte les choses modulo P, je me retrouve avec ici 1 fois donc la valeur que j'ai trouvée qui est ici, plus P qui va disparaître, qui va valoir 0, fois l'autre valeur qui m'importe peu. Au final, on a donc en effet 1 plus le symbole de Legendre P sur Q qui se dessine. Voilà. Bien, alors maintenant qu'on en est arrivé là, il va falloir faire une petite aparté sur les formes quadratiques. Alors, est-ce que je peux? Quoi, tu veux vraiment le faire? Ah oui. Allez, vas-y, ok, viens, vas-y. Allez, ça part. Passe-moi ça. Prends ça, ça sera utile. Allez. Voilà, vas-y. Parfait. Allez, vas-y. Parfait. Alors, les formes quadratiques. Qu'est-ce que sont les formes quadratiques? Donc, les formes quadratiques, en fait, ce sont des applications qu'on peut appeler Q, qui vont partir d'un espace vectoriel. Donc ici, on va dire que E, c'est un K espace vectoriel. Ok, vers le corps de base, ici K, tel qu'il existe B, une application bilinéaire. Donc bilinéaire symétrique. Tel que, eh bien, en fait, pour n'importe quel vecteur dans notre espace, nous avons Q de U qui est égal à B de UU. Et donc là, dans notre exemple, que nous avons ici, là, nous avons notre θ, je sais pas, on va l'appeler θ, ouais, pourquoi pas, θ de x0 jusqu'à xp-1, bien ça, c'est la même chose que x0 carré, jusqu'à xp-1 carré. Et je pense que c'est assez clair que vous pouvez introduire une forme bilinéaire, la plus simple qui soit, hein, c'est vraiment le produit scalaire que vous connaissez très bien, qui est donné par, justement, donc si je fais x souligné, y souligné, disons, j'ai en fait x0, y0, plus x1, y1, plus blablabla, plus xp-1, yp-1. Application, donc là, ça serait le produit scalaire qui serait défini en fait sur z sur pz. Tu veux dire z sur qz puissance p là, non? Oui, pas z sur pz, z sur qz puissance p. Beaucoup mieux, merci beaucoup. Pas de rien. Franchement, à quoi ça sert d'avoir un double qui fait aussi des âneries? On peut aussi définir une matrice par rapport aux formes quadratiques. En fait, cette matrice, ça va être celle qui est associée à la forme bilinéaire qui est en jeu. Donc là, ici, la forme bilinéaire qui est en jeu, c'est celle que vous voyez ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est le produit scalaire par rapport aux éléments de la base que l'on aurait choisi au préalable. Et donc là, en l'occurrence, si je prends la base canonique, eh bien, la matrice de θ, ou la matrice de la forme bilinéaire qui est ici en jeu, ça va être tout simplement l'identité. Et on peut donc réécrire la forme quadratique par rapport à cette matrice. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que nous avons donc, notre θ, si vous voulez, de x, qui peut s'écrire transposé de x, identité p, fois x. Voilà, donc x souligné, bien sûr. Hein. Tac. Voilà. Et on peut s'intéresser à des matrices qui sont congruentes. Alors ça veut dire quoi des matrices congruentes? C'est des matrices qui vont permettre de définir la même forme quadratique à changement de base près. Donc on va dire que deux matrices sont congruentes, donc A et B sont congruentes. Si et seulement si, eh bien il va exister une matrice P inversible. Donc là ici c'est des matrices dans GLP de Z sur QZ. Voilà. Telles que eh bien nous avons que A est égal à transposé de P fois B fois P. Alors je me permets de te couper 2 secondes, mais la congruence entre les formes quadratiques et aussi la congruence entre les matrices, c'est en lien avec la pseudo-réduction. Et ça, c'est quelque chose que nous avons déjà vu dans un exode call précédent, l'exode call numéro 41, où notamment on s'en était servi pour démontrer la log concavité du déterminant.
Voilà, allez, vas-y, tu peux poursuivre. Et c'est vraiment lié à l'écriture qui est ici, en fait, parce que grâce à cette transposition P, etc., vous pouvez bien sûr jouer avec les opérations de transposition sur les matrices et voir qu'en fait, vous avez en effet effectué un changement de base. C'est aussi simple que ça. Allez, va sur la classification, là, on t'attend. Oui, j'y allais y venir. Laisse-moi le temps, laisse-moi le temps. Donc, le théorème de classification des formes quadratiques, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en fait qu'on est capable de dire quelles sont les formes quadratiques qui sont congruentes juste en connaissant certaines choses. Et donc là, en l'occurrence, on pourra dire que si on a θ et θ', deux formes quadratiques, donc ici deux formes quadratiques sur E. Alors attention, il y a plusieurs énoncés de classification des formes quadratiques et cela dépend entièrement du corps de base. Donc là, je te conseille juste de l'énoncer dans notre cadre, c'est-à-dire avec z sur qz puissance p. Ça sera très bien comme ça. Alors, je ne vais pas prendre n'importe quel E, en effet, ça ne va pas marcher pour n'importe quel E, donc je vais me permettre de me réduire tout de suite au corps dans lequel nous sommes en train de travailler, et là, en l'occurrence, sur l'espace z sur qz à la puissance p. Je vais tout de suite me réduire là-dedans, ça sera beaucoup plus simple. Donc, étudier les formes quadratiques dans ce cadre-là, on pourra dire que θ est congruente à θ' si et seulement si le rang des matrices qui sont en jeu, donc si j'appelle A la matrice pour θ et B la matrice pour θ', le rang de la matrice A est égal au rang de la matrice B. Et si on note A' et B', que je fasse pas de bêtises, les matrices induites sur les co-images associées, donc co-image de A et co-image de B. Les matrices induites sur les co-images, eh bien, je vais demander à ce que le produit des déterminants donne un carré dans Z sur QZ, croire. Donc, c'est exactement ce que je vais écrire maintenant. On a le déterminant de A' fois le déterminant de B', qui est donc dans Z sur QZ, croix, est un carré. Alors l'idée de la preuve est même encore un petit peu plus précise que ça, parce qu'en effet, donc juste pour donner une petite esquisse de preuve, ça fera pas de mal. Hop. En effet, ce qu'il suffit de faire, c'est de se ramener au cas non dégénéré. Alors pas sûr qu'ils l'ont déjà vu, mais pour le dire très rapidement, une forme quadratique qui est dite dégénérée, ça veut dire qu'il existe des vecteurs non nuls qui sont envoyés vers 0 par cette forme quadratique. Et cela revient exactement à la même chose que de dire que la matrice a un noyau non nul. Et donc on dira que la forme est non dégénérée si et seulement si ce noyau de la matrice est nul. Voilà, tu peux poursuivre. Donc dans un premier temps, on peut traiter le cas non dégénéré. Je ne vais pas rentrer dans les détails, et je pense que tu ne l'aurais pas fait non plus. Bah non, pas le temps. Voilà, merci de confirmer. Dans le cas non dégénéré, il suffira de montrer en fait qu'une matrice A peut être congruente soit à l'identité ou alors congruente à une matrice de la forme suivante. Vous avez que des 1 dans la diagonale, sauf le dernier terme que je vais noter alpha, où alpha est un élément dans Z sur QZ, Z sur QZ croix qui est non carré. Et pour démontrer ça, ça peut se faire par récurrence. Donc ça peut se faire par récurrence sur P. Il n'y a pas forcément besoin de savoir que P est un nombre premier ici pour pouvoir attaquer ce résultat-là. Ce résultat-là marcherait également pour P n'importe quel entier naturel. Entier naturel non nul peut-être de préférence. Et puis pour se ramener au cas général, eh bien on va juste décortiquer notre espace de départ en partie du noyau plus partie co-image. Donc ça c'est le cas non dégénéré, et le cas dégénéré, eh bien on décortique notre espace en ker de θ plus enfin pas θ, pardon, la matrice. Oui, la matrice, oui, bien sûr. Donc la matrice A, co-im de la matrice A. Et en se ramenant à ça, là on peut se ramener à ce qui se passe sur le co-image, et sur la co-image on sait que l'application A, et donc la forme quadratique par rapport à A, va être non dégénérée, et on pourra donc se ramener à ce qu'on aura établi au préalable. Là je vais me permettre de revenir au problème posé par Benjamin 1, donc
Ici, nous avons notre équation quadratique et en fait, il se trouve qu'on peut la ramener à une autre équation quadratique qui, en fait, est une matrice qui va être liée en fait à une matrice qui est congruente à la matrice identité. Et donc, pour être un petit peu plus explicite, hop, on va se ramener à la matrice suivante. Donc en fait, la matrice identité P, elle est congruente à la matrice que je vais écrire de la manière suivante, par bloc. Tac, tac. Puis on a ici ensuite 0, 1, 1, 0. Hop, 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 hop. Et puis on va jusqu'au bout, jusqu'à arriver au dernier bloc ici. Et 1, moins 1 puissance P moins 1 sur 2. Donc là, les matrices sont non dégénérées. Tout ce qu'il suffit de faire, comme on sait déjà que le déterminant ici, c'est égal à 1, il suffit de vérifier est-ce que le déterminant de cette chose-là est égal à 1. C'est tout ce qu'il nous suffit de vérifier. Et en fait, vérifier que c'est un carré, hein, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, si je m'amuse à calculer le déterminant de cette chose, eh bien, on va voir, c'est du déterminant diagonal par bloc. Et donc, on se retrouve finalement avec un déterminant de cette chose-là à la puissance, et là il faut compter le nombre de blocs que nous avons ici, en fait ça va être exactement P-1 sur 2, puisqu'on a en effet P-1 colonne ou P-1 ligne si vous voulez par rapport à la matrice en bloc que nous avons au plus haut, et puis il nous reste le coefficient qui est ici qui vaut moins 1 puissance P-1, donc là moins 1 puissance P-1 sur 2 même. Et donc, à partir de là, là, je pense que vous pouvez voir la conclusion, puisque le déterminant de cette matrice, c'est bien moins 1, donc vous vous retrouvez avec moins 1 à la puissance P-1, et comme P est un nombre impair, P-1 est un nombre pair, c'est égal à 1. Et donc maintenant que nous avons ça, ça veut dire que comme ces deux matrices sont congruentes, les formes quadratiques que nous avons en jeu, donc la forme quadratique que nous avons ici et la forme quadratique qui va être associée à cette chose-là, sont tous deux en fait congruentes. Et donc le fait qu'elles soient congruentes, ça veut dire qu'il suffit de faire un changement de base pour passer de l'un à l'autre. Et le fait de savoir ça, ça veut dire que le nombre de solutions ne va pas changer. Donc le nombre de solutions que nous avons à cette équation-là va être la même que le nombre de solutions que nous allons avoir avec une équation associée à cette forme quadratique. Égale 1, bien sûr. Donc, nous allons avoir, si on considère la forme quadratique θ', donc là, la forme quadratique, alors il faut que je l'écrive correctement, donc on va écrire comme ça, y1, z1, jusqu'à yp-1, zp-1, et ensuite on va dire un certain alpha qui apparaît. Donc là, le θ' de cette chose-là, ça va être exactement, et pensez vraiment comme pour le produit scalaire, chacun des coefficients correspond, pour ainsi dire, à un produit lié un peu à un produit scalaire. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ce calcul-là, c'est exactement y1 z1 plus y2 jusqu'à yp-1 sur 2 d'ailleurs. zp-1 sur 2, plus ensuite moins 1 puissance p-1 sur 2 fois alpha, et ça on veut que ce soit égal à 1, donc ça va être justement notre équation qui va suivre. Donc nous avons ça, et donc le nombre d'éléments que nous voulons dans sigma pq, c'est exactement le nombre de uplets y1, z1, tac tac tac, yp-1 sur 2, zp-1 sur 2, alpha, donc dans z sur qz P, tel que nous avons en fait ce θ' de la chose qui est égal à 1. Et voilà, nous avons pu donc modifier l'étude des solutions que nous voulions faire en passant finalement à travers ce petit changement de base et donc se ramener à une équation beaucoup plus sympathique. Vous allez voir, ça peut faire peur, mais elle va être beaucoup plus sympathique. Je te laisse reprendre le relais. Allez, oui, allez, va. Hop. Allez, on fait ça. Vas-y. Merci bien, merci bien. T'es content, vous voyez, t'as pu participer? Ouais, voilà. Très content, ouais. Bon. Ah, c'était cool. Alors, maintenant qu'on ait fait tout ça, on va pouvoir en arriver à la conclusion. Hop. Alors, 5e étape. Donc, comme on vient de l'expliquer, en fait, sigma PQ, le nombre d'éléments dans sigma PQ, c'est le même que le nombre
de solutions, donc qui s'écrivent comme ça, y1, z1, blablabla, y p-1 sur 2, z p-1 sur 2, alpha, tac, donc dans z sur qz p tel que la somme des i allant de 1 à p-1 sur 2. Ah ouais, tu utilises les signes ici. J'ai le droit d'utiliser cette notation. Oh, bon sang. Plus moins 1 puissance p-1 sur 2 alpha. Et ça, c'est égal à 1. On se ramène donc à cette équation-là. Très bien. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'on peut compter le nombre d'éléments vraiment explicitement, le nombre d'éléments que nous avons ici. Et ce nombre, ça va être q à la puissance p-1 sur 2 fois q à la puissance p-1 sur 2 plus le symbole de Legendre, moins 1 puissance p-1 sur 2 sur q. Et vous allez voir qu'en connaissant ce résultat-là, eh bien, on va pouvoir conclure. Donc pour pouvoir démontrer ce résultat-là, en fait, il va falloir traiter deux cas de figure qui vont nous permettre d'énumérer ce qui peut se passer en fait pour les éléments qui sont là-dedans. Le premier cas de figure, ça va être de dire que se passe-t-il si les y1 jusqu'à yp-1 sur 2 valent tous 0. Donc que dire si y1 jusqu'à yp-1 sur 2 valent tous 0. Eh bien, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que vous avez entièrement le choix des ZI que vous vouliez prendre. Et ce qui va vous rester finalement comme choix, c'est le choix pour alpha, de façon à avoir cette équation-là. Donc en fait, vous avez le choix pour Z1 jusqu'à ZP-1 sur 2. Donc ça vous donne combien de choix? Ça vous donne justement Q puissance P-1 sur 2. Et puis vous avez également un choix qui va s'opérer par rapport aux éléments qui sont ici, donc là, donc plus le nombre de possibilités que vous avez à être là-dedans, donc alpha dans z sur qz, tel que vous avez moins 1 puissance p-1 sur 2 alpha égale 1. Et ça, on sait déjà combien il y a d'éléments là-dedans, puisqu'il s'agit en fait, encore une fois, de la première question que nous avons déjà résolue. Et donc, ça nous donne, encore une fois, 1 plus le symbole de Legendre, qui était souhaité d'ailleurs, sur Q. Très bien, donc ça c'est la première étape, et donc en multipliant, puisque ces choix sont indépendants, en multipliant on se retrouve avec ça fois la valeur qui est ici. Maintenant, qu'en est-il si au moins l'un des y, donc que dire si au moins un des y est non nul? Alors on se retrouve donc à devoir choisir parmi les y qui. Donc parmi les y qui, on en a q puissance d, donc q puissance p-1 sur 2, moins 1 choix pour y1 jusqu'à yp-1 sur 2. Donc déjà on commence avec ça. Et puis ensuite on va avoir le choix sur les ZI qui apparaissent. Et en fait ce choix, de manière assez rigolote, il suffit de regarder de plus près l'équation, mais en fait c'est l'équation d'un hyperplan affine. Si vous fixez les YI, eh bien avec les ZI, si vous tournez autour des ZI, vous avez en fait une équation en effet d'un hyperplan affine dans l'espace Z sur PZ. Tu veux dire Z sur QZ à la puissance P-1 sur 2? Je sais que c'est un peu embêtant à écrire, mais ça doit être la bonne réponse. Oui, voilà, tout à fait. Z sur QZ à la puissance P-1 sur 2. Donc, en effet, vous êtes en train de choisir de Z1 jusqu'à ZP-1 sur 2 un élément dans l'hyperplan associé. Donc, hyperplan affine, bien sûr, associé donc à θ'. Donc quand je dis θ', c'est que vous avez fixé les y et puis vous êtes en train de choisir le zi qui va correspondre à votre calcul. Donc vous avez ça. Et donc vous avez combien d'éléments dans cet hyperplan? Vous en avez q à la puissance p-1 sur 2, moins 1. Pense aussi à fixer alpha. Ah oui, tout à fait. Il fallait que je parle aussi du choix de alpha. Donc pour le choix de alpha, donc vous le faites avant bien sûr, parce que sinon rien n'est fixé et vous n'avez pas vraiment un hyperplan tel que souhaité. Mais oui, bien sûr, il va falloir fixer aussi un alpha, et ce alpha, vous avez totalement le choix sur la valeur de ce alpha. Donc en fait, le choix de alpha, vous en avez Q de valeurs possibles. Donc choix pour alpha.
Voilà. Donc vous avez Q à la puissance P-1 sur 2 moins 1 choix pour les Y, puis vous avez ensuite Q choix pour la valeur de l'alpha, et vous avez ce nombre de choix-là aussi pour les Z1, ZP-1 sur 2, pour être dans l'hyperplan affine associé à tout le calcul, puisque vous auriez déjà maintenant fixé la valeur de alpha et fixé les valeurs des Y. Maintenant qu'on en est là, on peut donc dénombrer et se retrouver avec, finalement, le nombre d'éléments dans sigma PQ, qui va être égal à, donc dans ce cas-là, nous avons Q à la puissance P-1 sur 2 fois le symbole de Legendre, donc moins 1, P-1 sur 2, le tout sur Q, clac, ça c'est bon. Et ensuite on a donc plus la valeur de ces choses-là, donc on a Q à la puissance P-1 sur 2 moins 1, ok, fois Q, fois cette chose-là, donc Q à la puissance P-1 sur 2 moins 1. Et donc, si on multiplie et on simplifie tout le calcul, eh bien, en effet, on se retrouve avec la formule qui se trouve ici. Pas mal quand même comme façon de calculer. Donc, en effet, on s'est ramené en fait à du calcul faisant intervenir juste des hyperplans. C'est ça, en fait, l'avantage d'avoir fait ce changement de variable. Ce changement de variable nous a permis de vraiment mettre en avant cette question d'hyperplan affine. Allez, la conclusion là. Et bien maintenant, qu'en est-il? Eh bien, on va à nouveau s'amuser à calculer modulo P, ce qui se passe ici. Et en effet, si je m'amuse à le faire, vous allez voir des choses assez rigolotes se produire. Je me permets d'effacer aussi tout le détail là, expliquant. N'hésitez pas à faire demi-tour sur la vidéo, bien sûr. Hein. Hop. C'est encore une fois fait pour ça. Donc maintenant, si je reprends cette formule et que je calcule modulo P, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, ça va être congru. Hein. Alors, je peux multiplier pour simplifier un petit peu. Donc, on a Q à la puissance P-1 sur 2. Ok, donc ça, c'est bon. Donc, 1 fois, que je fasse pas de bêtises. Donc, oui, mis au carré. Hein, donc, en fait, ça va donner ce truc-là. Plus Q à la puissance P-1 sur 2 fois, et là, le symbole de Legendre, je peux le calculer aussi. Hein, je sais que Z sur QZ, je sais que ce truc-là, c'est égal à moins 1 puissance P-1 sur 2 fois Q-1 sur 2. Ah, là, on commence à voir apparaître justement la petite chose qui est ici. Et donc, eh bien, évidemment, c'est égal dans Z sur QZ, comme Q est un nombre impair plus grand que 3, alors finalement l'égalité entre 1 et moins 1, bah, ça donne une égalité. Enfin, la congruence modulo Q de 1 ou moins 1, ça va nous donner finalement une égalité. Donc ce truc-là est en fait égal à moins 1 puissance. Donc P-1 sur 2, enfin P-1 fois Q-1, je le fais exprès de l'écrire comme ça pour que ça colle avec ce qu'il y a ici. Donc on se retrouve avec ça modulo P. Et là, bah, petit résultat de Fermat, vous savez que ce truc-là, c'est égal à 1. Donc vous allez vous retrouver avec 1 plus. Et puis ce truc-là, vous savez que c'est également congru au symbole de Legendre. Donc là, vous allez pouvoir écrire, ça c'est le symbole de Legendre finalement, de Q sur P fois moins 1 puissance P moins 1, Q moins 1 sur 4 modulo P. Et donc vous avez alors que ce truc-là est égal à ce truc-là, pas ce truc-là, ce truc-là plutôt. Donc là, vous savez aussi que c'était congru à 1 plus P sur Q en symbole de Legendre, modulo P. Donc bah, ça veut dire que les deux nombres-là sont égaux finalement, modulo P, mais comme ces deux nombres-là ne vivent que entre 1 et moins 1, c'est que soit 1, soit moins 1, et que les nombres qui sont en jeu là, notamment le nombre P, est un nombre premier, eh bien vous allez conclure que vous avez égalité. Comme P est un nombre premier plus grand que 2, donc plus grand ou égal à 3, et que les symboles de Legendre, ça, et le moins 1 puissance P-1, Q-1. Donc là, c'est vraiment le même argument qu'on avait utilisé d'ailleurs dans l'exode-call numéro 123. Sachant que toutes ces valeurs-là valent soit 1, soit moins 1, on peut en effet les distinguer et donc être capable de dire qu'en fait la congruence implique l'égalité. On a finalement l'égalité souhaitée, donc P sur Q, symbole de Legendre, est égal à moins 1 puissance P-1 fois Q-1 sur 4, le tout fois le symbole de Legendre, Q sur P. Ceci conclut la résolution. Yes! Bravo! Bravo, bravo, bravo. Ouais, c'était assez hard quand même comme truc. C'était hard comme truc, hein, mais c'était trop chouette.
Bon, finalement, tu avais raison de t'incruster 20. Heureusement que je passais par là, hein. Allez, je t'en veux pas. Bref, comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu d'aller un petit peu plus loin là sur cet exercice qui me semble très intéressant à creuser. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant ce complément. J'espère que ça vous aura fait plaisir d'aller beaucoup plus loin et de parler un petit peu des formes quadratiques, n'est-ce pas, hein? Bref, comme d'habitude aussi, ici, ça sera pour me soutenir, ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous. Tchuss.